Bonjour et merci de me retrouver dans ce tout nouveau format qui n'est autre que la concrétisation d'un projet qui me tient énormément à cœur. Un projet pour ainsi dire à la base de tout, un projet qui me trottait déjà dans la tête au tout début de Parentillage en vidéo il y a plus de 4 ans maintenant. Alors je suis ravie de pouvoir enfin réaliser cette modeste aventure, interviewer des personnalités du web, tous parents, maman ou papa, je suis pas sectaire, pour partager avec eux des moments de vie, des moments de famille. Parce que c'est ça l'essence de la chaîne. Ce que j'ai toujours eu à cœur de diffuser à ma modeste mesure, c'est la conviction que rien ne remplace la richesse des moments partagés. Et en discuter, c'est à la fois les faire ressurgir du passé pour leur permettre d'exister encore et en immortaliser les plus chouettes détails qu'on pourra comme ça retrouver dans le futur. Quant à en parler en podcast, c'est décupler leur force, leur beauté, leur pouvoir en les faisant voyager de nous jusqu'à vous. Oui, nous. Parce que vous l'avez compris, non, je ne suis pas seule au micro aujourd'hui, je suis accompagnée d'une invitée de choix pour cette première et extrêmement flattée, un peu émue aussi, de recevoir Natasha Burns, marraine parfaite pour une telle aventure. Les marraines dans les contes, ce sont bien des fées que je sache. Et Natasha, c'est la seule fée humaine que je connaisse. Son univers est une subtile alchimie de douceur et de poésie, mais de cette poésie que personnellement je préfère, celle qui nous attrape avec son filet de simplicité. En ambassadrice de la contemplation, un art délicat que nos vies à toute allure oublient peu à peu, Natasha Burns magnifie le quotidien, nous redonne envie de nous émerveiller des petits riens que nos sens capturent, une lumière, une couleur, une étoffe, un bruissement. Tout est jeu, tout est découverte, tout est merveille. Et tout est là, en nous, depuis le début, depuis l'enfance. Alors, parler du quotidien dans ce qu'il a de plus banal mais de plus essentiel, parler famille et parler enfants, parler transmission aussi, avec Natasha aujourd'hui, c'est un honneur. Et merci énormément Natasha d'avoir répondu avec autant d'enthousiasme à ma demande. Eh bien, merci beaucoup à toi d'avoir pensé à moi pour ce nouveau format et j'ai hâte de commencer et de t'écouter. Alors commençons sans plus attendre avec la première question. Peux-tu nous présenter ton cocon familial en quelques mots? Qui sont les personnes qui partagent ta vie et ton foyer? Oui, bien sûr. Alors nous, on est 4 à la maison, si je mets de côté tous les animaux. Il y a tout d'abord mon mari avec qui je travaille à 100% du temps depuis plusieurs années. On est ensemble depuis que nous avons 16 ans, soit la moitié de notre vie. Et on a eu 2 petits garçons. Notre premier enfant s'appelle Noah et il a 8 ans. C'est un petit garçon qui est très rêveur, très artiste. Il joue de la guitare, il aime lire, il aime dessiner. Et puis il y a Abel qui lui a 4 ans et qui est tout l'inverse de son grand frère. C'est le petit rigolo de la famille, il aime faire des blagues, il aime danser, il est beaucoup plus extraverti. Noah me ressemble davantage et je pense que du coup Abel ressemble davantage à son papa en termes de caractère. En écoutant ton récit, c'est drôle, mais je vous imagine parfaitement dans la lumière de votre jolie maison aquitaine. D'ailleurs, s'il y a des personnes parmi vous qui nous écoutez, qui ne connaissent pas encore l'univers de Natasha, bon, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais, j'ai évidemment mis le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Ceci étant dit, on va entrer doucement dans le vif du sujet. Je suis impatiente de t'écouter nous parler de vie de famille, mais Natasha d'abord, petit détour dans le temps, juste avant, est-ce que tu pourrais raconter ce dont tu te souviens de ta vie avant tes enfants ? Alors c'est un peu cliché, mais je me souviens de pas grand-chose. C'est assez étrange d'ailleurs ce phénomène qu'on a dès qu'on a un enfant, on se demande mais qu'est-ce que je pouvais bien faire avant lui et en réalité je me souviens des choses, mais elles sont ancrées, j'ai la sensation moins fortement en moi, où les souvenirs ont l'air moins colorés. Et c'est aussi peut-être parce qu'on fait pas moins de choses depuis qu'on a des enfants. Bien au contraire même, on fait exactement les mêmes choses, mais avec eux, on fait voire même plus de choses parce que quand on a eu Noah, on n'avait pas la situation qu'on a aujourd'hui qui est de travailler, mon mari et moi, ensemble à notre compte, donc d'avoir une certaine liberté, d'avoir des avantages qui sont par exemple les voyages. On y a accès par notre boulot et on sait que c'est des choses qu'on n'aurait pas pu se payer. Quand on a eu Noah, on avait 2 petits CDI avec 2 petits SMIC, on galérait un petit peu. Donc on
On fait beaucoup plus de choses maintenant et on s'interdit pas de faire des choses parce qu'on a des enfants. Donc on voyage beaucoup et la journée, j'ai la chance d'être toute seule avec mon mari. Donc on profite de notre couple. On n'est pas dans la configuration qu'on avait avant. On se retrouvait le soir après un CDI. On avait une tonne de choses à faire. Et en fin de compte, on commençait à se retrouver à 21h une fois que tout le monde était couché. Là, on a nos journées ensemble. On voyage même des fois que tous les deux. Et voilà, c'est la même chose en mieux, avec leur rire en plus. Et d'avant, si je me souviens que j'étais peut-être un peu plus insouciante. Ta réponse a quelque chose de très attendrissant. Alors, je pense pas que tu l'aies remarqué. C'est un petit peu paradoxal et révélateur aussi, sûrement. Ma question voulait t'entraîner à l'époque d'avant ta maternité, et t'as joué le jeu, hein, t'as répondu. Mais en fait, surtout, tu as raconté ton avant en résonance avec ton maintenant. Ça montre à quel point, je crois, tu es ancré dans ce présent avec eux, à quel point tu t'y sens bien et tu t'y sens à ta place. C'est super beau. Mais je suis désolée, la question suivante aussi parle du passé, et c'est une question qui me tient à cœur parce que je trouve qu'on ne devrait pas avoir de tabou à évoquer certains renoncements. On peut être fou d'amour pour ses enfants, mais aussi quand même regretter des choses auxquelles on a dû renoncer pour eux ou par eux, bon gré ou mal gré. Donc Natacha, y a-t-il des choses concrètes ou abstraites qui te manquent de cette époque-là, de cette époque sans enfants? Alors il y a une certaine forme de liberté qu'on perd en devenant parent. Même si je me sens très libre aujourd'hui, comme je te l'ai dit là à l'instant, on continue à vivre pour nous, mais avec eux. Et c'était important, je voulais pas vivre pour eux, je veux qu'on vive pour nous individuellement, mais tous ensemble. Donc on voyage, on profite de notre couple et on a trouvé, j'ai la sensation, un super équilibre. Mais c'est vrai qu'on sait que par exemple, on ne peut pas se permettre de partir au bout du monde comme ça sur un coup de tête. On ne peut pas se dire qu'on va aller vivre 3 mois ailleurs alors que nos métiers nous le permettraient. Si on n'avait pas d'enfants, on bosse ensemble, on n'a pas de patron. Tant qu'on a internet, on a du boulot. On pourrait très bien se dire, allez, on va vivre 3 mois au Japon, 3 mois à Los Angeles, 3 mois... Voilà, ça c'est quelque chose qui est pas possible. C'est pas possible de prendre un van et de se dire, bon, on se verra sur place quand est-ce qu'on rentre. Si on rentre pas, tant pis. Voilà, il y a cette forme de liberté qui ne me manque pas car on n'y a jamais eu accès. Avant, on avait d'autres obligations, dont nos CDI. Mais on a quand même pu vivre 4 ans en Espagne avec nos enfants, donc ça ne nous a pas empêché de vivre cette aventure d'émigrer. Mais souvent, c'est vrai qu'on se demande avec nos métiers où est-ce qu'on serait avec mon mari aujourd'hui si on n'avait pas d'enfants, et je suis presque certaine qu'on n'aurait pas vraiment une maison fixe. Donc voilà, il y a peut-être ce côté-là, cette forme de liberté qui ne me manque pas puisque je ne l'ai pas connue, mais que j'aurais été curieuse de connaître. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. En tout cas, moi, je le fais beaucoup. Je le fais souvent, de me demander ce qu'il y aurait eu le long de tous ces chemins de vie que j'ai pas empruntés. D'ailleurs, je sais pas si vous verrez laquelle, mais il y a une chanson de Goldman sur ce thème que j'adore. Mais bref, assez parlé d'avant, on avait dit qu'on parlait vie de famille. Alors justement, y a-t-il, Natacha, un événement ou un détail qui symbolise dans tes souvenirs le moment où vous êtes devenue une famille? Quand j'ai pris le nom de mon mari, c'est vraiment ce moment où je me suis dit, ça y est, on est une famille, ou plutôt ça y est, je suis dans cette famille. Quand on a eu Noah, on n'était pas mariés. Du coup, pendant la première année, Noah et Dinesh, mon mari, ont porté le même nom. Et c'est bête, mais du coup, je me sentais un peu exclue. Mon mari, il faut savoir qu'il est le seul de sa famille à porter son nom de famille. Sa maman a son nom de jeune fille et il n'a pas connu son père. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a eu envie que Noah porte le nom du papa et pas nos deux noms ou mon nom ou ce qui aurait été aussi possible. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait pas trop du fait que les maris, par contre, pouvaient prendre le nom de la femme. Bref, c'est comme ça qu'on s'était dit que Noah porterait le nom de son mari, de mon mari, et que une fois qu'on serait mariés, on serait tous les trois les seuls à avoir ce nom de famille un peu unique. Ça faisait un peu comme si on était une nouvelle famille dans la famille. Et moi, j'ai eu accès à ce nom rien qu'à nous 1 an après. Et tant que j'ai pas eu accès à ce nom, je me sentais pas vraiment inclus dans cette famille. Et donc c'est vrai que le mariage, pour moi, il était important.
juste pour avoir le même nom de famille que celui de mon mari et de mon fils. Alors là, je te comprends à 100% puisque j'ai exactement les mêmes considérations depuis que Nino est né. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi, de ta vie de maman. Et tant qu'on évoque les débuts, est-ce que tu te souviens, alors là la question est bien plus terre à terre, est-ce que tu te souviens de ce qui a été le plus gros bouleversement pour toi dans le quotidien quand tu es devenue maman ? Quand j'ai été maman la première fois, donc de Noah, j'avais 23 ans. Je venais de faire un début de déni de grossesse. J'ai appris ma grossesse très tardivement. Je l'ai apprise dans les 5 mois. Et j'étais mentalement pas forcément préparée à tout ça. Je m'en rends compte maintenant avec du recul en fait. Sur le moment, ça allait plutôt. Mais c'est vrai que quand c'est arrivé, ça a déjà été un événement à lui tout seul qui m'a sacrément bouleversée. Au début, ça a été pas un peu dur à encaisser, mais il fallait s'y faire, il fallait que la connexion se fasse, c'était bouleversant. Maintenant, je pense que ça a été le meilleur bouleversement et le plus beau de toute ma vie, c'est certain. C'est l'aventure la plus folle qu'on ait vécue et le meilleur des bouleversements, mais je me souviens tout de même des débuts où ma vie, elle a quand même basculé dans quelque chose qui n'avait encore rien à voir avec les 5 mois précédant la naissance de Noah. J'avais 23 ans, on faisait la fête, on vivait à Paris, on avait un scooter. Voilà, une vie d'un couple de 23 ans. Et très rapidement, parce que finalement j'ai eu peu de temps pour me faire à cette grossesse et comprendre qu'à 23 ans j'étais toujours une jeune fille, mais que j'allais devoir devenir une femme, et c'était un sentiment très étrange. Donc je pense que ce bouleversement, c'est celui-ci qui a vraiment changé tout notre quotidien. Là encore, merci parce que tu mets des mots hyper précis sur des idées, sur des pensées que j'ai pu avoir à l'époque, que j'avais pas forcément conscientisées. Tu vois, moi j'avais 30 ans, c'est beaucoup plus tard quand j'ai eu Nino, mais pour autant, ça n'est que à ce moment-là que je me suis dit, bon, ça y est, c'est officiel, je suis dans la team adulte. Bon. Pour la question suivante, je voudrais qu'on entre dans le vif du sujet quand même, il serait temps. On a parlé d'avant, on a parlé du début, parlons donc du présent. J'ai envie d'entendre tes mots, nous raconter un peu tes enfants. Pour autant, il ne s'agit pas ici, surtout pas, de dévoiler des choses qui ne sont qu'à eux ou des choses qui ne sont qu'à vous. Alors, je connais un chouette jeu pour pouvoir se raconter tout en préservant la part d'intime, c'est le portrait chinois. Alors on y va, si Abel était un animal, et évidemment même question pour Noah. Alors j'ai jamais réfléchi à ça, j'appelle tout le temps Abel mon soleil et Noah ma petite lune, parce que Abel est très solaire. Il sourit et tout devient beau, il est vraiment, mais il est communicatif dans sa gaieté, c'est un enfant mais tellement heureux, tellement solaire. À côté de ça, Noah, lui, il est très mystérieux, il a quelque chose de très apaisant, il est très doux. Ouais, c'est vraiment le soleil et la lune, ils sont très complémentaires. Et du coup, j'ai jamais réfléchi aux animaux, mais je pense que Abel, ça serait un petit singe. Un singe, tu sais, très malin, qui te vole tes affaires dans ton sac, qui fait plein de bêtises. Ouais, un petit singe rigolo. Et Noah, je pense que ça serait un petit oiseau, un petit être libre qui peut aller ailleurs, dans ses rêves, dans le ciel, qui est porteur de messages. Je le verrais bien un peu perché comme les petits oiseaux. Est-ce que tu veux bien maintenant citer 5 adjectifs pour raconter chacun de tes enfants ? Pour les adjectifs, Noah, je dirais qu'il est rêveur, qu'il est doué, très doué. Il est affectueux, sensible, voire même hypersensible. Et il est gentil. Il est vraiment gentil. C'est un vrai gentil avec un bon cœur, empathique, qui va pleurer pour la souffrance animale, qui va s'inquiéter des autres. C'est un petit garçon très inquiet aussi. Bon, ça fait beaucoup plus que 5 adjectifs, mais Noah, c'est un petit garçon très complexe, je trouve. Il a déjà tout d'un grand, il a plein de facettes, c'est très complexe. Il est très empathique, bon cœur, tout ça.
Et Abel, je dirais affectueux aussi, pour pas dire même collant. Il est espiègle, il est drôle, il est mignon, attachant, solaire. Et si Abel et Noah étaient chacun un pays? Alors Abel, il est né en Espagne, alors forcément je dirais l'Espagne, et je trouve qu'il a ce truc-là de l'Espagne, quelque chose bah ouais, de solaire, de souriant, d'accueillant, de festif. Et Noah, alors sans aucune hésitation, je dirais le Japon. Noah, il adore Tokyo et tout son univers est autour du Japon. Il adore les mangas, il adore la nourriture japonaise. Il n'y a rien qui peut lui faire plus plaisir qu'un ramen. En fait, il a que le Japon à la bouche quand on lui parle. Et c'est vrai que là-bas, tout lui ressemble. La nature, le côté très calme des gens, les jeux vidéo, la culture du manga, vraiment tout. C'est bizarre comme je pense que ces deux dernières réponses pour les gens qui te suivent, ça fait totalement sens. Je me dis qu'on aurait même presque pu les deviner. Il me reste une petite question de portrait chinois. Dans quel pays, puisqu'on est en train de parler de pays, dans quel pays ont-ils chacun voyagé? Alors Noah, la liste est beaucoup plus longue forcément, mais il a fait le Vietnam, le Japon, le Sri Lanka, l'Espagne, la Norvège, l'Amérique plusieurs fois. Il a fait le Texas et la Nouvelle-Orléans, il a fait le Portugal, l'Italie, la Thaïlande, le Maroc, l'Angleterre, la Grèce, et voilà, et bientôt le Mexique. Et Abel, il a aussi beaucoup voyagé pendant un enfant de 4 ans, mais forcément un peu moins. Mais il a fait le Japon, donc un mois ensemble. Il a fait le Vietnam, le Maroc, l'Espagne, Portugal, la Norvège 2 fois, le Texas et la Nouvelle-Orléans, et du coup le Mexique aussi bientôt. C'est assez impressionnant, c'est vrai, pour de si jeunes humains d'avoir eu déjà l'opportunité de voyager autant et ça laisse espérer de belles choses en termes d'ouverture sur le monde et de curiosité envers les autres. Et je posais pas cette question innocemment au sujet des pays visités, des voyages, parce que les personnes qui te suivent sur les réseaux savent que tu voyages beaucoup, que tu voyages souvent avec ton mari, avec tes enfants, mais aussi seul, je suppose, pour ton travail. Mais du coup, dans ce qui fait le quotidien d'une famille, il y a les rituels, ces petites chorégraphies secrètes qui ne sont qu'à nous, qui font qu'on se retrouve, qui font qu'on est ensemble, même au milieu des autres, comme des instants codés qui ont le pouvoir à la fois de réconforter et d'apaiser. Alors je me demande quelle est la place de ces rituels dans votre vie, dans la vie d'une famille qui est souvent en voyage, qui est souvent ailleurs qu'à la maison. Comment est-ce que vous avez réussi à les concilier avec vos déplacements? Et enfin, lesquels de ces rituels réussissent à apporter ce réconfort et cet apaisement à tes enfants et à toi aussi d'ailleurs peut-être? Alors le plus souvent, j'ai la chance de pouvoir voyager avec eux. Dès que c'est possible, c'est quelque chose que je demande ou que je négocie, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont autant voyagé. Et quand c'est vraiment pas possible, on arrive à demander à de la famille ou des amis qui sont très proches de venir à la maison les garder. Comme ça les chamboule pas eux dans leurs habitudes, et surtout ils loupent pas l'école. Surtout pour Noah qui est en plus grande section, on revient d'Espagne, donc ça fait 1 an qu'on s'est réinstallé en France, donc il doit réapprendre le français. Donc voilà, c'est très important qu'il ne loupe pas l'école pour maintenir ce niveau et rattraper entre guillemets le retard qu'il aurait pu avoir en étant en école espagnole. Mais le reste du temps, oui, on a des rituels, mais on a quand même beaucoup de chance d'avoir des enfants qui sont extrêmement faciles et qui s'adaptent très bien. Pendant les voyages notamment, ils sont rarement chamboulés, ils trouvent très vite leur place et leur habitude. On les a fait voyager tellement tôt et tellement trop qu'ils ont une aptitude vraiment à s'adapter, que je trouve assez exceptionnelle pour des enfants de cet âge-là, et ça nous facilite énormément la vie. Peut-être aussi, et probablement même, que si vous trouvez vos enfants faciles de ce point de vue, c'est juste que vous avez rempli votre rôle de parent finalement, que vous avez su les accompagner. Parce que, à mon avis, la facilité, ça fait vraiment partie des choses qui s'apprennent, qui se cultivent et qui donc se transmettent au final. Et là, tu peux m'appeler Queen of Transition. Parce que si maintenant, je te dis transmission, tu penses à quoi? Est-ce que c'est important pour toi de transmettre à tes enfants? Et qu'est-ce que tu as à cœur de transmettre, que ce soit matériel ou pas d'ailleurs? Alors je pense à rien de matériel, mais j'ai 2 garçons.
Et je trouve, toi aussi, t'as un petit garçon, et je trouve que quand on a des garçons, c'est totalement différent dans la transmission qu'une fille, et j'ai la sensation qu'on a un rôle, nous, à jouer, qui est pas plus important, mais qui nécessite, plus de... c'est compliqué à expliquer, mais on doit être plus attentionné, on doit en faire plus, j'ai l'impression. Parce que nous, une des premières choses qu'on veut leur transmettre avec leur père, c'est le respect qu'ils peuvent avoir envers la femme. Et, et on trouve ça tellement important, et c'est tellement un genre de mission en fait que nous on a et qu'on doit surtout pas louper. Et je me dis que quand on a des garçons, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas se louper. Donc oui, je pense que dans la transmission, il y a le respect de la femme, mais il y a aussi l'ouverture d'esprit envers les autres et la tolérance. Je sais que, tu vois, Noah, il a 8 ans, et je suis hyper fière de lui, de quand je l'entends parler des genres, de l'homosexualité, des femmes, de tout ça. Je suis hyper fière. On est parti au Népal, donc avec mon mari, faire un documentaire sur le tabou des règles là-bas. Et à notre tour, on a eu envie de lui expliquer notre boulot. Noah nous a questionnés. Et on n'a pas eu envie de lui cacher les choses. Donc voilà, on lui a expliqué, il a vu notre film tout bêtement. Et aujourd'hui, il sait très bien qu'une femme saigne tous les mois. Et il va pas dire ah Berk, c'est dégoûtant. Et, et c'est bête, mais c'est important pour nous qu'il n'ait pas cette réaction de se dire que les règles c'est dégoûtant, que le rose c'est pour les filles, que les petits garçons ils peuvent pas jouer à la poupée, ou que s'ils pleurent c'est quelque chose d'anormal. Et, et ouais, ça pour moi c'est la vraie transmission. Pour le respect des autres, ça passe aussi par le respect de la vie en règle générale. Et nous, on est végétariens, mon mari et moi. Noah a décidé, lui, de l'être depuis 3 ans. C'était sa propre décision. Abel est encore trop jeune pour prendre une décision, et on tient vraiment à ce que ce soit leur choix à eux, tout comme pour une future ou non religion ou un parti politique. Voilà, on tient vraiment à ce que ça soit à eux. Même si, oui, évidemment, je suis très contente que Noah soit végétarien, et je commence déjà à en parler à Abel, à lui expliquer. On lui cache pas les choses. Il va manger des nuggets, on va lui dire là, est-ce que tu manges un animal? Et aujourd'hui, on lui dit, et a priori, il s'en fout. Et il continue à en manger, et il est droit avec ça, mais on lui cache pas, et il prendra sa décision. Mais toutes ces valeurs-là de tolérance et de respect, c'est vraiment ça pour moi, notre transmission, ce qu'on veut transmettre. Et après, la dernière chose, je pense que c'est l'art qui, moi, fait partie intégrante de ma vie, qui fait partie intégrante aussi de la vie de mon mari. Donc c'est dur de pas en parler. Évidemment, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, mais j'ai besoin de leur parler d'art parce que c'est trop important pour moi. Et même si c'est pas quelque chose qu'ils vont vouloir faire, qui ne vont pas leur parler ou leur donner des envies, j'ai envie qu'ils soient conscients que c'est quelque chose qui est important dans la vie et qui fait partie de la vie. Même s'ils aiment pas ça, ça fait partie de la vie. Voilà, c'est vraiment ces choses-là qu'on veut transmettre. L'ouverture d'esprit, la tolérance, le droit de s'écouter, le droit d'avoir des sentiments, le droit de pleurer, voilà. Bon, je temporise un peu, hein. Avant la question suivante, je vais faire 2-3 phrases pour ne rien dire, histoire qu'on reste encore un peu là, avec cette sensation en nous, la sensation de bien-être qui nous habite quand on s'appesantit consciemment sur les choses essentielles que tu viens d'évoquer. Mais puisqu'il faut quand même enchaîner à un moment, dis-moi, on change de considération, on parle de choses un petit peu plus égocentrées. Sur quel point de caractère tu dirais que tes enfants te ressemblent le plus? Qu'est-ce qu'ils ont d'ores et déjà hérité de toi? Alors Noah me ressemble incroyablement, je me vois énormément en lui, il est assez introverti, il est très sensible, il est empathique, il aime dessiner, il aime peindre, lire. Avec lui on se comprend vraiment, on a un peu le même caractère, on a ce même besoin de créer, on a même
les mêmes peurs, les mêmes angoisses. On est tous les deux très angoissés. On se ressemble beaucoup. On se ressemble beaucoup et on se comprend énormément. On n'a pas forcément besoin de se parler. Il y a vraiment un truc, une connexion que j'ai évidemment aussi avec Abel, puisque c'est mon enfant, mais je crois qu'il est trop petit et qu'il n'a pas encore son caractère vraiment encore très défini. Il grandit, il a 4 ans, il s'apprend. Noah, je vois quel être il est, je le cerne très bien, Noah. Je sais quand ça va pas, je sais pourquoi ça va pas, je sais comment faire pour que ça aille mieux, je sais ce qu'il ressent. Il y a vraiment un truc avec Noah. Abel, il me ressemble, mais alors lui, c'est beaucoup plus physique. Il y a un vrai truc, ma famille me le dit régulièrement, et puis je commence à le voir, il a mon nez, le haut du visage, il y a vraiment un truc. Et lui aussi, il aime beaucoup dessiner. Et par contre, on a une proximité qui est très proche. Il est très 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 tactile. Il est collé à moi sans cesse. Ça en devient même presque étouffant des fois, même si je m'en plains pas parce que je sais que qu'un jour ça sera plus le cas. Mais c'est plus Noah, c'est plus tu sais. C'est plus viscéral dans la tête. Abel, c'est tactile. On a besoin de se toucher tout le temps, de câlins, de bisous. Donc voilà, on se ressemble, mais différemment avec les 2 enfants. Alors on va rester encore un peu sur ce lien qui vous unit et que tu décris avec beaucoup de tendresse, de poésie et de douceur. Avant-dernière question maintenant, je sais poursuivre pour ainsi dire toutes tes publications sur pour ainsi dire tous les réseaux, que tu es hyper à l'écoute de tes sensations, de tes émotions, et que tu les exprimes de diverses façons, mais toujours, je trouve, assez viscéralement, et je trouve que ça donne quelque chose d'assez animal à ce que tu dégages, et c'est un compliment, hein. Est-ce que tu te ressens de cette façon parfois, animal? Et donc, maman poule, mère louve, plutôt quel animal, du coup? Écoute, c'est la première fois qu'on me dit qu'il y a quelque chose d'animal dans ce que je dégage. C'est drôle à entendre. Je crois que je suis un genre de maman koala. J'ai 2 enfants qui sont très 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 câlins et tendres, comme ce que je te disais. Et c'est vrai que quand ils arrivent à la maison, j'ai plus de bras. En fait, c'est fini, mes bras ils sont dédiés à, à eux. Abel... Tu vois, il dort avec une nuisette à moi, par exemple, parce qu'il y a mon parfum dessus. Il passe son temps à venir me renifler la main. Enfin, ça devient du n'importe quoi, des fois. Et Noah, pareil, il passe son temps à me dire des mots d'amour, mais vraiment à longueur de journée, à me faire des dessins, des lettres d'amour. C'est vraiment incroyable. Il a des mots très touchants. Alors ouais, j'ai l'image, tu sais, de la maman koala et de son bébé qui sont tout collés l'un contre l'autre. Et je crois qu'on est un peu comme ça. Je suis pas tellement maman poule, je suis assez décontracte avec eux, j'ai pas spécialement peur, j'ai pas envie de vivre que pour eux ou de les empêcher de vivre pour trop les protéger. Je tiens assez en fait à les laisser un peu entre guillemets évidemment enfin, de les laisser se ramasser, mais évidemment, je les laisserai pas se mettre en danger ou faire quelque chose qui pourrait les rendre extrêmement malheureux ou se planter, mais je pense qu'on est dans ce truc-là avec mon mari, on les regarde, on est là, on les apaise, on les soigne au premier ou second degré, avec les mots ou les gestes s'il le faut. Mais ils sont 2 petits individus à part entière et je veux les respecter en tant que tels et je veux respecter leur caractère et je veux les laisser être ceux qui doivent être sans trop les diriger. Donc on observe, on guide, mais je me sens pas forcément maman poule ou maman louve. Alors bien trouvé, la maman koala, ça colle parfaitement à ce que tu décris. Alors bon, je pense que tout le monde ici serait ok pour... t'écouter encore longtemps, mais on arrive déjà, et oui, il le faut à un moment, on arrive déjà à la dernière question. Alors j'ai envie qu'on termine sur une note légère et juste super fun. Du coup, aurais-tu la gentillesse de partager avec nous l'un de vos meilleurs moments de grosse marade en famille?
Il y en a tellement. Mais en ce moment, on rit beaucoup parce que Abel a inventé la danse des petites fesses. Et ça nous fait bien marrer quand on le voit tortiller ses petites fesses en chantant. Et du coup, toute la famille a appris la danse des petites fesses. Et c'est un peu notre danse à nous, quoi. C'est notre danse des petites fesses. Et c'est un peu notre truc quand Abel, tu vois, il veut quelque chose. On lui dit, ok, d'accord, mais avant, tu nous fais la danse des petites fesses. Et ouais, c'est un truc qui nous fait marrer à chaque fois. Et voilà, et ouais, c'est sur la danse des petites fesses que nous allons terminer cette interview, puisque j'en ai fini avec mes drôles de questions. Je vais juste te laisser la parole si tu veux conclure. Je tenais à te remercier encore une fois de m'avoir reçu sur ta chaîne et à te féliciter pour ce nouveau format qui est très chouette et c'est un moment très chouette à partager avec toi et je te dis à très vite. Mais c'est moi qui te remercie, mais tellement merci d'abord pour ton temps et merci sincèrement, profondément pour cet échange lumineux et qui m'a rempli de douceur. Je me sens toute bien, là, je me sens toute sereine pour affronter le reste de la journée. J'espère vraiment que à vous aussi, ce moment suspendu vous aura plu, autant qu'à moi. Et Natacha était vraiment la marraine idéale parce qu'elle a donné tout naturellement et sans que j'ai besoin de l'y inciter, le ton exact que j'avais envie de donner à ces entretiens. On a pu parler de choses fortes et profondes, viscérales pour ainsi dire, on a pu parler de choses intimes, mais avec pudeur et simplicité. Et si vous avez apprécié, prenez le temps de partager aussi quelques mots dans les commentaires et abonnez-vous vite pour ne pas rater la prochaine interview de maman ou de papa et découvrir un autre regard, probablement différent et semblable tout à la fois. Différent et semblable à celui de Natacha, différent et semblable au vôtre, au mien. On se retrouve bientôt pour un prochain contenu et en attendant, soyez sages.